Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. C'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou réalisé ce soir par Cisco Berchenko. C'est lui qui commence la réalisation de cette émission et Jérôme est attendu dans ce studio le temps de garer sa voiture pris qu'il est dans les embouteillages de ce vendredi soir, premier jour des vacances de Noël. Allez, pendant l'heure qu'il vient, il sera largement question de cirque ce soir, notamment à l'occasion de la présentation hier de la nouvelle création des acrostiches et nous recevrons tout à l'heure dans 5 petites minutes Christian Coumen, le metteur en scène de ce spectacle des acrostiches qui reviennent 2 ans après nous avoir dit qu'ils se séparaient, mais on reparlera de tout ça tout à l'heure. Si Serge Boras arrive lui aussi à se sortir des embouteillages de ce vendredi qui a l'air d'être du côté de la Rocade complètement bouché, nous parlerons également de la grainerie, ce lieu dédié à la fabrique des arts du cirque, implanté du côté de Gramont. Il nous dira un peu où en est la grainerie en ce moment en termes de diffusion, en termes de résidence, mais aussi en termes financiers, puisque à l'instar d'un certain nombre de structures culturelles toulousaines, la grainerie commence à tirer la langue au vu de la réduction des crédits dont on nous bassine les oreilles depuis 2-3 ans, mais qui cette fois commence à avoir des répercussions réelles sur le fonctionnement de structures culturelles tout autour de Toulouse. Des structures, qu'elles soient de diffusion de spectacles de cirque, mais aussi de spectacles de musique. On en avait parlé ici il n'y a pas très longtemps avec des structures comme Freddy Moraison ou Cricao. Voilà, donc il sera largement question de cirque ce soir. Et puis en fin d'émission, pour finir cette année 2017 en fanfare, une année quand même phare qui nous aura débarrassé de Jean d'Ormesson, de Johnny Hallyday et même de M. Pokora, puisque ce dernier vient d'annoncer qu'il renonçait à chanter à partir de l'année prochaine. Alléluia. Pour finir donc cette année 2017, notre bon professeur Thibaut viendra en fin d'émission nous délivrer sa dernière chronique pelliculaire de l'année, séquence de cinéphilie décalée assurée. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Vendredi dernier, imaginez, j'étais au taquin, histoire d'aller écouter les nouveaux morceaux d'un trio que personnellement j'adore. Ici, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais moi je les aime énormément. Le RP3, soit Rémi Panossian au piano, Maxime Delporte à la contrebasse et Frédéric Petitpré à la batterie. Concert épatant, dynamique, jovial, tout empli d'une musicalité plutôt sophistiquée. Concert impeccable qui me donna envie de me plonger illico dans le répertoire contenu dans un 4e album sorti au début du mois. Avec Morning Smile, le nom de cette galette, le Rémi Panossian Trio s'offre une escapade loin des standards du trio de jazz classique et invite toute une palanquée d'invités, de Maya Barou, la vocaliste et flûtiste, la fille de Pierre Barou, à Yakato Takato, chanteuse japonaise, en passant par le Mose Artichaut de Camille Artichaut, de Nicolas Gardel, de Ferdinand Doumerc ou de la saxophoniste Nicole Zhuangjian. Du coup, leur composition défriche de nouveaux territoires, abordant plus frontalement des styles qui jusque-là n'étaient pas au centre de leurs préoccupations.
occupation, on écoute un peu de hip-hop, de funk, de groove. Les claviers et les basses deviennent électriques. Tous les morceaux sont emplis de cuivre et de cordes. Tout cela est intégré à des morceaux plus syncopés qu'à l'ordinaire, plus tendus. Album plus urbain que les précédents, Morning Smile nous montre un trio utilisant le studio comme un terrain de jeu avec des nouveaux morceaux, des nouvelles esthétiques que l'on ne retrouve pas encore sur scène, mais cela ne devrait pas tarder. À noter que le RP3 sera à la salle Nougaro le jeudi 3 mai 2018 pour une création toute nouvelle dont on reparlera d'ici là avec eux dans cette émission. Allez, on écoute tout de suite un extrait du Rémi Panossian Trio, ça s'appelle Sing Dream. Il joue ici en compagnie du rappeur Raiscar et cet extrait donne de cet album Morning Smile. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Think green. Think green. Whoa. At the tipping point, in the red zone, there are holes in the sky or they're dead wrong. Polar flows in the ice melting headstrong. Solar power would be nice, oil is bled long. Do we let go or adapt to it? Who killed electric cars? Wind, are we that stupid? Were we too fused with a future too useless? Without clean air and water here, we are doomed losing. Is it about the dollar? You can bet your papes. Breathing heavy from the fumes and the toxic waste. Breathing barely at that, have to hold your breath. Cause what's to come isn't one with the present tense. You keep a pleasantness when thinking presidents weren't patent business on the back, but no evidence of that it all exists. They tell you plastic shit, not an optional solution, less than hazardous. Don't think it matters shit, everything gathers quick. How many things are labeled natural with additives? Each second is a second that you have to choose. Each lesson you connecting is a half a jewel. Teach lessons with the essence of a breath of air. Come clean, complete, keep the color clear. You got a voice, either buy or leave it on the shelf. Live smarter, maybe better with you better self. Time will get harder, heavier at every sprawl. The mind will get smarter, steadier with every fall. 2, 3, and this ain't no hippie shit. See, every gift we give is an investment in tomorrow and the shift we in. There is no difference, long as the myths exist. Do the knowledge added up, then the math makes sense. Now the path is weird, got to adapt instead. Sustain yourself and gain your wealth because the gap is clear. The air is thicker than the stress we sitting in. The less we giving in, the more resistance is. Before we distance this, the best decision is choose to deal with it or recycle shit. As our existence is barely existing in a microwaved environment, is it ridiculous? We weren't meticulous, and now it sticks with us. Time's running and running out, every ticket counts. Time's walking and walking on, never slips on doubt. We need a shift in consciousness, accomplish this now. One, two, think green. One, two, think green. I believe this here is certified organic. Come on. Right? Yo, we may not be here that long. Leaving footprints, right takes wrong, but we think in long-term past our past, leaving our own egos trapped, we grasp. We may not be here that long. Now, each second is a second that you have to choose. Each lesson you connect it to have a jewel. Teach lessons with the essence of the weather air. Come clean, complete, keep the color clear. You got a voice, either buy or leave it on the shelf. Live smarter, maybe better when you better self. Time will get harder, heavier at every sprawl. The mind will get smarter, steady with every fall. Each second is a second that you have to choose. Each lesson you connect it to have a jewel. Teach lessons with the essence of a breath of air. Come clean, complete, keep the color clear. You got a voice, either buy or leave it on the shelf. Live smarter, maybe better when you better self. Time will get harder, heavier at every sprawl. The mind will get smarter, steady with every fall. So get up. By the way, will that be paper or plastic?
croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Depuis hier, les acrostiches présentent à la grainerie excentrique spectacle d'acrobatie et de jonglerie sur gyropode. Christian Coumen, bonjour. Bonjour. Serge Boras vient d'arriver, également bonjour. Lorsque nous avions reçu ici dans Caramel Mou les acrostiches, c'était il y a 2 ans tout pile, ils nous avaient indiqué qu'ils attaquaient ce concert et que ce spectacle, et que c'était le dernier qu'ils donnaient, qu'ils se séparaient suite à cette dernière série de représentations, et 2 ans plus tard, on les retrouve avec un nouveau spectacle. Christian Coumen, que s'est-il passé pendant ces 2 ans? Donc Christian Coumen, je le précise, le metteur en scène de ce spectacle. Tout à fait. Alors, il s'est passé que un des acrostiches a vraiment arrêté. C'était un petit peu la décision du groupe d'arrêter après le 5e spectacle. Et puis, comme le cabaret continue à tourner, le cabaret, c'est un spectacle que j'avais fait avec eux, le dernier que j'avais fait avec eux en 2009, qui était un petit peu le résumé des 3 premiers spectacles. On avait choisi des numéros des 3 premiers spectacles. Et donc, ils avaient décidé de continuer à tourner juste le cabaret pendant encore quelques temps. Et donc, il y a eu un remplaçant pour Jean-Philippe qui a arrêté, Jean-Philippe Cochet-Cahuzac. Et en fait, ça s'est très bien passé avec le remplaçant. Donc, qui était Guillaume, et qui est toujours Guillaume Montels. Et ils ont eu envie donc de repartir avec Guillaume qui remplaçait Jean-Philippe pour faire un nouveau spectacle. Voilà, que j'ai accepté de refaire avec eux. Donc on a retravaillé ensemble après une petite interruption de quelques années sur ce spectacle nouveau. Et l'envie de repartir sur une nouvelle création? L'envie est venue d'abord de ça, d'abord du fait que ça se passait très bien avec Guillaume, avec Kim aussi, qui est la compagne de Guillaume et qui était l'invité du cabaret. Donc une artiste québécoise. Une artiste québécoise, puisque Guillaume a fait ses études après le Lido, où il était un de nos anciens élèves, je dirais, avec Michel et moi au Lido. Il a fait l'école de Montréal, où il a rencontré Kim, et voilà. Donc après, ils sont rentrés, ils ont fait leur formation, ils sont rentrés en France, ils ont travaillé le Cirque Plus, enfin, ils ont fait beaucoup d'autres choses, pour finalement aboutir chez les acrostiches dans le cabaret, puis maintenant le spectacle. Avant un peu de parler de cette nouvelle création, et vous nous expliquerez pourquoi ce spectacle s'appelle Excentrique, même si des excentricités, il y en a plein ce spectacle, mais avec le ex devant, je pense qu'il y a un sens caché dans tout ça. Vous venez de dire que tous ces gens ont un point commun, c'est qu'à un moment donné, ils ont tous tourné autour du Lido, cette école de musique qui a une bonne... De cirque. Cette école de cirque qui a une petite trentaine d'années à Toulouse et qui est devenue en 30 ans une vraie institution et qui a vu s'élaborer un certain nombre de spectacles qui depuis ont fait le tour de la planète. Racontez-nous un peu l'histoire de cette école et ça va prendre du temps. Oui, non, en 5 minutes et en quoi les acrostiches sont des enfants du Lido. Alors, les acrostiches sont les enfants du Lido d'abord parce que ils sont depuis très longtemps. Ils étaient, je pense que Michel et Philippe, ils sont depuis 89 ou 90, donc dans ces eaux-là. Donc ça fait un bon bout de temps déjà. Ils étaient professeurs en fait. Ils étaient professeurs d'acrobatie. Jean-Philippe était lui un élève qui faisait du jonglage. Et voilà. Donc cette rencontre un petit peu entre les 3, ils ont fait plusieurs spectacles avec d'autres personnes dans le cadre de l'école. Notamment un spectacle Le Vilain Petit Poussé mis en scène par Stéphane Philoc, qui était un spectacle avec un petit peu tous les profs, les animateurs, voilà. Il y avait un gros groupe là qui travaillait et eux ils ont eu envie de monter quelque chose à 3. Ils m'ont demandé si je voulais travailler avec eux, donc on est parti sur ce travail-là en 94 et ça aboutit au premier spectacle des acrostiches et à la création de la compagnie. Donc c'est vraiment, on va dire, une des toutes premières compagnies sorties du Lido, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore de formation professionnelle. Donc c'était uniquement des compagnies faites de profs ou d'animateurs ou de gens de passage qui venaient chercher un petit peu au Lido soit une aide pour créer leur spectacle, soit un regard extérieur. Voilà. Mais c'est vrai que le Lido, c'est une école de cirque
vous le disiez, pas que professionnels, ça s'adresse à des gens lambda qui veulent s'essayer à des... Tout à fait, il y a une section amateur et une section professionnelle. Et c'est vrai que la philosophie du Lido depuis le début, c'est de mettre les gens sur scène, quels qu'ils soient, et de leur dire, vous n'êtes pas là que pour vous entraîner à certains agrès circassiens, mais vous êtes surtout là pour vous montrer sur scène. Je dirais que ça, c'est un peu la philosophie du cirque et du spectacle en général. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une dimension scénique, une dimension face au public qui pour moi reste quand même très importante et qui donne un petit peu toute sa saveur aussi à tout le travail qu'on peut faire avant, même si évidemment c'est intéressant de se dépasser, d'aller chercher des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire, d'avoir tout un esprit de travail avec les autres, de travail d'équipe, de travail d'aider les autres, d'avancer ensemble. Mais c'est vrai que devant le public, il y a une dimension supplémentaire qui naît et qui est primordiale, oui. Serge Boras, hier vous étiez sur le devant de la scène pour présenter cette première représentation du nouveau spectacle des Acrostiches, un spectacle que vous avez largement soutenu. C'est peut-être aussi le moment de rappeler à quoi sert la grainerie. C'est vrai que c'est aussi un lieu où s'élaborent des spectacles en même temps qu'on peut les voir diffusés. C'est avant tout un lieu où s'élaborent des spectacles. C'est ce qu'on appelle une fabrique. Depuis peu, les collectivités nous ont collé une petite étiquette atelier de fabrique artistique, mais ça veut dire strictement la même chose. C'est-à-dire que les artistes s'entraînent, ça c'est l'activité cachée, c'est la pièce secrète des artistes tout au long de la journée, de 500 professionnels venus d'une vingtaine de nationalités qui viennent là pour l'entretien du corps, parce pour rester au cirque en capacité de s'intégrer rapidement et de jouer à peu près à n'importe quel moment, il faut être en forme. Ensuite, il y a des studios de recherche. Et ensuite, il y a des espaces de création et de diffusion. Donc, les Acrostiches, en ce moment, donnent leur spectacle dans ce que nous appelons la salle de diffusion, mais qui est en fait aussi un espace de répétition. Donc, on accueille une 60aine de projets artistiques différents tous les ans. On aime bien les accueillir pour des durées un peu significatives, pour avoir le temps de les rencontrer, parce que quand on accueille beaucoup d'artistes, s'ils passent à peine quelques jours, parfois on n'a même pas eu le temps réellement de se dire bonjour et de savoir en quoi le spectacle avançait, en quoi le spectacle avait peut-être des difficultés ou au contraire se porter bien. Voilà, et c'est aussi après ça donc un lieu de diffusion, alors qui s'affirme de plus en plus, mais pour une raison simple, c'est que malheureusement Toulouse accueille relativement peu de cirques. Autant c'est une place qui produit effectivement un cirque qui s'exporte en France, en Europe et dans le monde avec une facilité assez déconcertante, autant nous sommes dans la région de loin la plus doté en équipe professionnelle des arts du cirque. On estime qu'il y en a 1000 en France, il y en a 300 dans la région Occitanie, donc ça en fait une région très très forte. Christian, c'est quelque chose, lui qui traverse cette histoire depuis un certain nombre d'années, dira-t-on. Oui, une trentaine d'années, on va dire. Et à côté de ça, malheureusement, on accueille très peu les équipes qui viennent d'autres régions, qui viennent d'autres coins du monde. Donc nous, on s'est donné un peu cette mission, mais on essaye de le faire en partenariat. On essaye de le faire en partenariat avec d'autres salles de Toulouse, de la métropole, de la région. Christian Coumen, donc hier c'était la première, ça veut dire que c'est un spectacle qui n'est pas encore complètement filé, C'était l'avant-première, oui, tout à fait. Donc ça veut dire qu'on a encore, nous, 2 mois, on a décidé, je fais assez fréquemment parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir des avant-premières dans les conditions de la grainerie. En plus c'est intéressant parce que il y a un public qui est habitué aussi à venir voir des premiers tours de piste, qui c'est quelque chose d'assez récurrent. Donc c'est bien d'avoir ce regard-là, d'avoir à la fois cette générosité puis aussi cette empathie, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que c'est pas tout à fait fini, qu'il y a des choses qui vont encore avancer, donc ils ont ce regard qui s'est aiguisé aussi au fur et à mesure des années. Donc oui, c'était l'avant-première. Nous, on a encore... on va en faire 5-6 là, 5 à la grainerie. Après, il y en a encore à l'Aiguevin, notamment au mois de janvier. Et puis ensuite, on part un peu plus loin. On part dans l'Ardèche, dans la Drôme. Et puis, pour finir à Saint-Étienne, où on fera la première le 18 février. Donc ça nous permet, nous, à la fois de rôder un petit peu le spectacle, c'est-à-dire de se prendre un petit peu l'habitude de le faire, de ne plus penser au spectacle, mais de le vivre réellement. Et puis ça nous permet aussi de faire des petites retouches, évidemment, parce que quand on sort un spectacle, comme on le dit dans le spectacle d'ailleurs, il n'est pas complètement fini. Donc parlons-en de ce spectacle. D'abord, une petite précision sur le titre, Excentrique. Excentrique. Alors, Excentrique, en effet, c'est un petit peu une marque de fabrique des Acrostiches, dans le sens où ce sont des clowns, sans le dire, ce sont des clowns qui sont... et au cirque, il y a une catégorie qui s'appelle les excentriques, qui regroupe en effet
ce panel de gens qui sont là pour faire rire, pour faire de la dérision, pour faire du plagiat, pour se moquer des artistes sérieux. Enfin, bon, donc il y a toute une tradition autour de ça. Donc on s'inscrit à la fois dans cette tradition et en même temps, on a en effet décalé avec le petit X au milieu de Excentrique pour montrer aussi qu'on était sur quelque chose qui est du rond, qui est donc cette monoroue sur laquelle on travaille. Donc ça nous semblait bien regrouper les deux notions, la notion de clownerie et la notion de circulaire avec la roue. Vous venez d'en glisser 2 mots. L'ensemble du spectacle cette fois se fait donc sur ces gyropodes, oui. Ces roues uniques avec 2 cale-pieds de chaque côté sur lesquels les acteurs acrobates des acrostiches sautent allègrement dessus et tournent tout autour de la piste. Une idée assez neuve dans l'univers du cirque. Je connais pas beaucoup de troupes qui font des acrobaties avec un tel instrument. Non, c'est vrai, nous non plus d'ailleurs, mais d'ailleurs, il faut préciser peut-être que ces engins-là, la gyropode, c'est un peu la famille globale ça, c'est des monoroues électriques, c'est pas du tout fait pour ce qu'on en fait. On en voit passer régulièrement maintenant à Toulouse, le long des trottoirs, sur les routes, et ça sert de transport. Ça de transport, voilà. Et tout ce qui a marqué sur la notice d'utilisation qu'il faut pas faire, c'est exactement ce qu'on s'est employé à faire, avec beaucoup d'ardeur et d'opiniâtreté. Donc oui, en effet, on est complètement dans quelque chose de détourné, sur un engin qui est relativement neuf, qui est relativement à découvrir. Donc ça fait 1 an et demi que les acrostiches s'amusent avec, cherchent des choses avec, et finalement on a centré le spectacle d'Excentrique autour de cet objet-là. Avec un spectacle qui est toujours en mouvement, je me disais comment on arrive à mettre en scène un spectacle qui est toujours en mouvement, ça bouge dans tous les sens. Comment on arrive à mettre en scène ça, et quelles sont les options de mise en scène? C'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'on s'est posé la question, mais avec plaisir. On s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'au bout d'un moment, ça va pas être un petit peu lassant de voir tourner ces gens sur ces roues pendant 1 heure, 1 heure et quart, 1h20 de spectacle. Donc on a essayé de trouver d'autres choses, c'est-à-dire on a essayé de trouver, dans le chant évidemment, dans la connerie, parce qu'il y a quand même beaucoup de conneries, on a essayé de trouver des choses qui évidemment pouvaient nous décaler de ça, et en même temps on s'est rendu compte que finalement, des fois il suffit de changer de sens, mais finalement ça passe, j'ai l'impression, Serge qui l'a vu hier, il pourra peut-être le dire, peut-être qu'il dira l'inverse, on va voir, mais en tout cas ça passe, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'installe avec le public autour du pari, qui est fait, parce que je pense que les gens sont conscients de ça, de ce fait qu'on va tourner en rond un petit peu pendant 1h20, et en même temps, voilà, nous on essaye, la mise en scène de ça, en fait, c'est d'essayer justement de ne pas tourner en rond, malgré les apparences. Avec un numéro assez poétique au milieu du spectacle, où c'est un vélo qui va jouer les roues, poursuivi par les 3 gyropodes. C'est la seule exception qu'on s'est permise, en effet. Avec un numéro acrobatique assez étonnant quand même. Oui, tout à fait. Oui, c'est une question qu'on s'est posée aussi, est-ce qu'on met autre chose que le gyro-roue, parce que c'est vrai qu'au départ ils étaient partis sur plein d'idées différentes. Quand je suis arrivé, on a recentré un petit peu sur le gyro-roue, parce que ça m'a semblé en effet être quelque chose de à la fois novateur et significatif, c'est-à-dire qu'il pouvait amener du sens au spectacle. Et la seule exception, on l'a faite pour le vélo. Ce qui est aussi un objet qui tourne, donc parce qu'on a en effet trouvé comment l'accompagner avec les gyro-roues. Il y avait aussi une roue-cire, par exemple, puisque Guillaume fait de la roue-cire dans le cabaret, et finalement on n'a pas voulu le mettre. De la roue-cire ? De la roue-cire, ouais. C'est-à-dire c'est une grande roue, c'est un grand, comment on pourrait appeler ça ? Ouais, c'est pas une roue, c'est un grand cercle de fer de 2 mètres à peu près de diamètre, dans lequel on se place, et avec lequel on tourne. Et bras écartés, et avec lequel on tourne, d'accord. Voilà, un petit peu comme Vinci. Et donc on tourne avec ça, et donc évidemment ça pouvait sembler être quelque chose qui est très cohérent par rapport à l'univers rotatif qu'on avait essayé de mettre en place, mais en même temps il n'y avait pas les gyropodes dedans, il n'y avait pas forcément, j'ai pas senti moi qu'il y avait en tout cas quelque chose qui pouvait être en corrélation avec le reste, donc on l'a pas mis, on a gardé
que le vélo. Et c'est bien parce que ça fait une respiration. Il y a aussi quelque chose évidemment d'assez symbolique dans le fait que c'est la fille qui fait ce numéro-là et qu'il n'y avait pas de fille jusque-là dans les acrostiches. C'est un petit peu la pierre nouvelle un petit peu qui arrive dans la compagnie. Donc ça la met en valeur évidemment. Et puis il y a une grâce qu'on aurait eu du mal à atteindre peut-être avec les autres. Mais j'espère qu'ils écoutent, ils vont être contents. Donc on disait tout à l'heure, et vous rappeliez tout à l'heure que vous avez trouvé, l'idée c'était de trouver d'autres choses que la roue pour un peu changer les propositions. Et une des propositions qui est faite dans ce spectacle, c'est la musique. Oui. C'est vrai qu'il y a une place dans les spectacles des acrostiches de la musique qui a toujours été assez forte. On va peut-être en écouter tout de suite un extrait, puisque sur cet album, sur un album sorti il y a 3 ans, les acrostiches avaient joué un certain nombre de morceaux avec des musiciens toulousains, avec notamment sur cet album une valse absolument magnifique. C'est la 3. C'est vrai que là aujourd'hui c'est la panique complète. Merci aux embouteillages toulousains de nous avoir un peu bloqués, mais c'est la 3e des acrostiches. On écoute tout de suite ce morceau Le Bal et puis on reparle un peu de la place de la musique dans les acrostiches. Serge Boras nous quitte également. À bientôt Serge. Il y a bien un truc dans le bal que j'ai connu et qui me transporte. C'est de voir les musiciens qui jouent des notes sans équivoque. Et que ça roule jusqu'au fond de l'estomac, que ça me rentre dans les veines, papa. Oui, j'aime ça. Dans ce set d'aventure, si cela dure, c'est que ça assure. Fais pas le toutou, fais pas de moumou, fais pas ta tête. Fais pas de bite si ça file tout droit. Et surtout ne te retourne pas jusqu'à la coda. Comme le dit le bat, vive la musique. Et que cela est pas de la boutique. Allez, en selle ma cocotte. Ose donc les écarts de ton et file pour debout. Dans le bal, y a un truc qui fait la nique. Au cybernucléo biodynamique, c'est de voir les musiciens suer comme des déchaînés sur leur terrible engin. Suer comme des déchaînés sur leur terrible engin. Déchaînés sur leur terrible engin. Suer comme des déchaînés sur leur terrible engin. Suer comme des déchaînés sur leur terrible engin. Oui, sur leur terrible engin, ils le disent, les acrostiches ont choisi de nouveaux terribles engins. C'est des gyropodes qui sont au centre de leur nouvelle création excentrique dont on a pu voir l'avant-première hier à la Grainerie, spectacle que l'on pourra revoir ce soir à 20h30 et puis également demain soir 20h30 avec une séance à 16h. Si j'ai bien pigé l'affiche qui trône à l'entrée de la Grainerie. Christian Coumen, on le disait juste avant d'écouter ce morceau, donc qui est tiré d'un spectacle des acrostiches. La musique a toujours eu une place un peu particulière dans les spectacles des acrostiches, surtout sur les 3-4 derniers. Oui, même dès le début, puisque moi je viens de la musique, donc c'est quelque chose qui m'a, et notamment le chant choral, donc c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Donc on a toujours chanté avec les acrostiches. C'est vrai que l'arrivée de Christophe Le Sœur sur le 3e spectacle en 2005,
qui est sorti en 2005, il est arrivé avant évidemment. Donc Christophe Le Sœur, un percussionniste, un batteur percussionniste et un batteur que l'on a pu voir dans des tas de formations, mais qui là a un rôle d'acteur, d'acrobate et de musicien. Complètement. Mais quand il est arrivé dans les acrostiches, malgré son gabarit un peu assez imposant, vous voulez dire. Tout à fait. Il s'est pris au jeu de devenir un peu plus acrobate, dans la mesure de ses capacités évidemment. Donc de travailler sur l'équilibre, travailler sur l'acrobatie, travailler sur le jonglage. Donc du coup ça donne évidemment dans le numéro de jonglage il intervient aussi dès le premier spectacle qu'il a fait avec nous. Donc c'est quelque chose qui est un plus, un batteur qui jongle c'est quand même intéressant parce que ça veut dire qu'il a à la main des objets qui lui servent à frapper et aussi à voltiger. Donc ça c'est bien, il y a beaucoup d'échanges avec ça. On a pu voir hier qu'il était capable de jouer de la batterie avec des quilles qui lui étaient balancées alternativement par les trois autres acrostiches. De rester dans son rythme, de proposer des choses nouvelles. Enfin oui, non, c'est vraiment un travail très intéressant qu'on a pu faire avec lui. Et lui, il vient un petit peu d'une mouvance on va dire de la mouvance Lubat. Il vient de cette mouvance. On a beaucoup travaillé avec des artistes du coin, on va dire que ce soit avec Jérôme Martin par exemple, avec qui on a travaillé, que ce soit sur des musiques de vieux sens ou en effet de Lubat. Et lui, il est un petit peu dans cette mouvance-là du scat, comme on l'a vu dans cette chanson qui vient de passer, jazz scat. Donc il y a quelque chose de ça qui ressort dans le travail et dans la musique qu'il nous propose. Et je me disais hier en voyant votre nouveau spectacle que la musique ne soulignait pas l'action dont tel qu'il la propose. Il est à la batterie ou il est au ukulélé, il scatte quasiment sur tous les morceaux, mais c'est vrai que la musique qu'il propose ne souligne pas l'action, mais elle la précède. C'est vrai qu'il donne l'ambiance un peu du numéro qui va suivre, et c'est quand même une démarche assez particulière pour de la musique de spectacle qui d'ordinaire effectivement souligne ce qui est en train de se passer sur scène. Oui, surtout dans le cirque. Souvent la musique de cirque, elle est là illustrativement pour accompagner accentuer les moments dramatiques. Voilà. Donc là, il y a de ça évidemment, parce qu'il sert de liaison un petit peu entre les choses, c'est-à-dire qu'il arrive à la fois à créer une ambiance, que ce soit au ukulélé, à la senza ou à la batterie, qui est une batterie un petit peu particulière, avec des instruments un peu champêtres, mais mais qui donne son ambiance à lui, on va dire. Donc il arrive à créer différentes énergies, différentes ambiances qui en effet sont pas uniquement illustratives, mais qui font voyager le spectacle, je dirais. Oui, mais qui font voyager le spectacle plus que le spectateur. C'est vrai que c'est l'ensemble de la troupe là qui part et qui suit un peu ce qui est en train de se passer. Voilà, comme ils le suivent quand il accompagne le numéro de vélo, par exemple. Au niveau des spectateurs, je vous rassure tout de suite, on est plutôt enchantés. Mais c'est vrai que la musique, on sent vraiment qu'elle permet à la troupe de partir sur le numéro, et que c'est vraiment ce qui donne le rythme et la couleur du numéro. Cette musique-là, donc, qui est très axée sur les musiques du monde. C'est vrai qu'on reconnaît des choses qui peuvent venir du Brésil, de l'Afrique, de pays comme ça, avec une musique assez percussive. Il est nourri de tout ça, oui, tout à fait. Et puis avec un grand numéro, on a quand même droit au boléro de Ravel, chanté par les acrostiches. On recule devant rien. Voilà, les paroles, elles sont. C'est qui les a écrits ? C'est moi qui ai écrit les paroles. Et chapeau, fallait oser faire ça. Mais je n'ai pas proposé à Maurice Ravel, parce que je ne sais pas s'il aurait accepté. Mais il paraît que son agent est encore assez virulent. Par contre, on en a guère de nouvelles de Maurice, mais paraît-il, son agent est encore assez virulent. Qu'en avez-vous pensé de cette première livraison sur scène de ce spectacle hier, puisque vous étiez à la Grainerie? Et oui, bien sûr, j'étais à la Grainerie, et je serai aussi ce soir et demain, mais oui, c'est un temps de travail pour nous. Donc j'en ai pensé à la fois qu'on n'avait pas tout à fait fini, et en même temps qu'on était sur la bonne voie, c'est-à-dire qu'il y a quand même évidemment, il y a quand même un soulagement quand on passe en public de s'apercevoir, l'exemple du boléro de Ravel par exemple, où au départ on trouve l'idée rigolote, on essaie de monter le truc, on travaille autour, et puis quand on l'a fait et qu'on le répète, il n'y a aucune réaction évidemment, on est tout seul dans notre coin, et donc on ne sait plus trop si ça va marcher, si ça va pas marcher, si c'est drôle, si c'est pas drôle, si on est un peu à côté ou si on est pile dedans. Et donc là, dans ce genre de représentation, on peut aussi se rendre compte que finalement
oui, les choses qu'on avait pensées, elles marchent comme on les avait pensées, elles marchent différemment qu'on les a pensées, ou elles marchent moins, et dans ce cas-là, il faut qu'on rectifie des choses, ou qu'on s'améliore, tout simplement. Avec des choses qui sont annoncées en début de spectacle et qui, étonnamment, ne sont pas reprises. Je pense par exemple à la façon que les acrostiches ont de se présenter en début de spectacle, où on sent qu'il y aurait une petite rivalité entre deux des trois acrostiches. Et puis c'est vrai que cette idée, elle est quasiment plus reprise pendant le spectacle, alors qu'on se disait que ça pouvait peut-être générer, pouvait peut-être générer des histoires un peu comiques, mais c'est vrai que c'est quasiment plus utilisé dans le reste du spectacle. Donc pourquoi cette proposition-là en début ? Alors il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est que moi je travaille beaucoup en tout cas sur ceux qui sont, voilà, que ce soit avec les acrostiches ou avec d'autres, on part vraiment de ce que les gens dégagent, de ce qu'ils dégagent à la fois dans la vie quotidienne, dans leur rapport entre eux, aussi dans le travail et également dans les exercices qu'ils font, c'est-à-dire la concentration dont ils ont besoin et comment on travaille sur la fatigue à la fin d'un numéro fatigant, enfin voilà, des choses comme ça qui pour moi permettent d'arriver à une justesse. Donc je travaille beaucoup sur la justesse. Donc ça part d'eux, de ce qu'ils sont capables d'être, et voilà. Cette petite rivalité, elle est, on va dire, historique, même si Guillaume est nouveau, dans le sens où Philippe, pendant 20 ans, il était celui qui est entre les deux. Il y a Michel qui était un petit peu le comique de la troupe, l'Auguste, Jean-Philippe qui était le monsieur loyal, et lui il était celui qui est entre les deux, qui est le rôle le plus délicat, toujours, c'est toujours le plus compliqué à gérer. Et là, tout à coup, avec le départ de Jean-Philippe, il se retrouve potentiellement le leader du groupe. Et Guillaume, qui lui a remplacé Jean-Philippe dans le cabaret, il a pris ce rôle de leader, naturellement, puisqu'il remplaçait le rôle. Voilà. Donc il y avait un petit quelque chose comme ça qui était assez drôle, que j'ai mise en scène rapidement sur le début, mais qui nous a pas semblé moteur suffisamment pour la suite. Voilà, donc il y avait d'autres choses qui étaient plus intéressantes. Donc ça dessine un petit peu des possibilités de personnages, des possibilités de rapport, ça enrichit un petit peu, on va dire, ce qu'on peut sentir dans le courant qui passe entre les gens, dans les énergies qui traversent et tout ça. Voilà, et donc il y a plein d'autres choses qui sont utilisées par contre, mais ça c'est vrai qu'on l'a un petit peu laissé tomber au fur et à mesure de la création. Dans les options là qui sont choisies pour définir les personnages, vous pouvez nous en donner deux, trois ? Oui, alors Michel, on a compris que c'était l'Auguste. Oui, donc Jack dans le spectacle. Je vais plus parler de Kim, Kim qui est le rôle de Margarita. La seule fille de l'équipe. La seule fille de l'équipe. C'est celle que je connaissais le moins, puisque évidemment les acrostiches, je travaille avec eux depuis 1994. Christophe depuis 2004 et Guillaume, je l'ai eu comme élève quand il était au Lido avant qu'il parte à Montréal. Donc il avait 12-13 ans jusqu'à ses 18 ans, donc je le connais bien aussi. Donc Kim, je la connaissais moins. Donc au départ, dans ce que j'écrivais, dans ce que je leur proposais, dans les improvisations qu'on faisait, elle était un petit peu plus en retrait. Donc voilà. Donc au bout d'un moment, j'ai essayé de voir quelle était sa caractéristique première. Et sa caractéristique première, c'est en fait une certaine candeur, c'est sûr, mais très intelligente, c'est-à-dire très pertinente. Parce qu'en fait, il y a une honnêteté très spontanée, très féminine peut-être aussi, je ne sais pas, mais en tout cas très 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 prégnante qui la caractérise fortement. Et on a beaucoup joué autour de ça. C'est-à-dire c'est celle qui va dire des choses, mais sans penser à mal, que les autres auraient surtout pas dit. Par exemple, c'est elle qui dit vous pouvez vous installer, regarder le spectacle, mais on vous prévient tout de suite, il n'est pas fini. Il n'est pas fini, on n'est pas complètement prêt. On avait un peu peur de venir là pour vous présenter ce qu'on va vous présenter. Bon, évidemment, les autres essaient de rattraper la chose. Et comme le dit Christophe à la fin de cette scène-là, oui, c'est vrai, on a un petit fond d'honnêteté dont on a du mal à se débarrasser, voilà, en regardant Kim. Donc voilà, il y a quelque chose autour de ça qui m'a semblé vraiment intéressant et qu'elle porte très bien. Voilà, donc ça, c'est à voir ce soir, 20h30, demain soir, 20h30 et demain après-midi à partir de 16h à la Grainerie. Ça s'appelle Excentrique, c'est les acrostiches qui, pour l'occasion, ont chaussé des gyropodes, des espèces de roues uniques avec cale-pied sur les côtés et ils traversent la scène pendant 1h20, 1h15, 1h20 en faisant des tas de choses, des acrobaties, des jongleries et avec un dernier numéro pyramidal à vous couper le souffle. Je ne vous en dis pas plus, allez vérifier ça ce soir, demain soir et demain après-midi, avec peut-être une séance demain après-midi où reste des places, mais j'ai cru comprendre que le reste était assez complet.
c'est Oui, tout compris. A priori, c'est assez, Bon, c'est assez complet. alors, vous pouvez quand même aller essayer de voir si quelqu'un n'a pas été malade pendant la nuit et aurait laissé sa place. Sinon, vous avez plusieurs moments pour aller les voir. Donc, ce soir et demain soir, mais vous l'avez compris, vous aurez peut-être des difficultés pour trouver des places. Par contre, le 28 janvier... ils seront à Léguevin. Le 15 avril, ils seront à Auch. Le 24, 25, 26 et 27 mai, ils seront à Audi-Sud. Le 26 juin à Mauvezin, c'est dans le Gers. Et puis le 27 juin à la Bite de Lomagne, là aussi, c'est dans le Gers. Les autres dates étant trop éloignées pour qu'on puisse décemment vous les proposer. Simplement noter la première réelle de ce spectacle dans le cadre du Festival des Arts Burlesques. Ça se passera le 18 février à Saint-Étienne. Si vous avez l'occasion d'aller voir les Verts au football dans le chaudron de Saint-Étienne, vous pouvez peut-être aller voir les acrostiches en même temps. Sinon, simplement essayez de vous caler sur les dates qui sont tout autour de Toulouse pendant les 3 prochains mois. Christian Coumen, merci d'être venu nous parler de cette première. Avec grand plaisir. Ya biso na yesi la kate na lela hie gaila lela mwana shushu bolingo ya biso na yesi la kate mi wela oh mi wela okala gaina kokufa oh unanga ina bala bahala he masheri bale kabatanga kombwe sitwende wa bolingo bolingo citoyenne miwela kaina lela mwana mama bolingo ya biso na yo esilaka nalela ya kaina lela mwana shushu bolingo ya biso na yo esilaka basheri baleka batanga kombwe citoyenne wa bolingo bolingo citoyenne bolingo citoyenne yeah. Sitwende wa bolingo bolingo citoyenne bolingo citoyenne hey. Professeur Thibault, bien le bonsoir. Bonsoir, petite fée de la FM. Ça me manquait, ça faisait longtemps. Hein. Ah ben alors là, ça fait longtemps. Une éternité. C'est une très longue séparation. Il faut faire quelque chose. Quelque part, mais regardez, c'est des retrouvailles à Noël. C'est formidable. On va quasiment à Noël. Voilà. C'est formidable. On va aller manger ensemble après. Mais tout à fait, tout à fait. Très bonne. Ça va être très bien. Ben voyons. Bonne occasion, mais d'ici là, vous allez nous parler quand même de cinéma. Et vous avez vu, vous avez quasiment 15 minutes. Alors 15 minutes, mais alors je vais vous faire... allez, j'improvise, je vous fais un petit panier, de la ménagère pour Noël. Très bien. Ça vous va ça ? Il est 47 et à moins 5 je vous arrête, c'est formidable. Allez, c'est parti, alors on va faire un petit, je répète un petit. Je réfléchis quels sont les cadeaux qu'on peut faire à Noël. Alors, on va se précipiter sur la carte Cinéfolie de la Cinémathèque de Toulouse. Alors pourquoi ? Parce qu'on pourrait se dire, oh là là, alors la carte
Cinéfolie, ça vous donne accès à toutes les séances tout au long de l'année et tout, etc., etc. Vous allez donc voir plein de choses, mais surtout vous irez voir à la rentrée la rétrospective consacrée à Samuel Fuller, qui va inaugurer le mois de janvier. Voilà, ça on en est particulièrement fiers. Donc Samuel Fuller, alors cinéaste estampillé, peut-être trop vite bien sûr, artisan de série B. C'est bien plus que ça. Samuel Fuller, c'est quelqu'un qui a vécu à peu près 10 vies, qui a été journaliste, qui a été romancier, qui a été essayiste, héros de guerre aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait beaucoup de films de guerre. Mais il a fait des films de guerre, des westerns, il a fait Il a fait des westerns qui sont complètement extraordinaires, notamment un qui s'appelle 40 tueurs, peut-être l'un des très grands westerns féministes produits par le cinéma américain. Donc ça, il ne faut absolument pas rater, quoi. Ça c'est vraiment un cinéaste que j'aime beaucoup. Voilà, donc Samuel Fuller en janvier à la Cinémathèque. À la Cinémathèque, c'est débarrassé de tout le gras, il reste que l'essentiel. C'est un peu la méthode, j'ai un scénario, je suis en retard, j'arrache les pages de dialogue et comme ça je suis à l'heure. Voilà, il ne reste que le muscle et c'est absolument parfait. Donc ça c'est à conseiller très fortement, avec des films très rares d'ailleurs qui ne passeront qu'une seule fois. Du style quasiment tout, on peut passer tout qu'une fois parce que voilà, c'est des choses qui viennent de loin, qui sont très rares et qui ne seront pas prêtes de revenir sur le territoire français. Alors vous allez voir, en plus cette chronique elle va se dégrader, on va arriver dans le très bas. Alors on continue dans le très haut. Alors je l'ai pas là, on en parle beaucoup à l'heure actuelle. Moi je vous conseillerais, alors ça c'est la carte Cinéfolie, on va l'offrir à papa et à maman. C'est bien, ça va leur convenir et tout. La Cinémathèque c'est un endroit respectueux, ça va leur faire plaisir, il n'y a que des gens bien. Donc ça c'est formidable. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait offrir? Alors ensuite, au petit frère ou à la petite sœur, on va offrir le coffret Clouzot. Le coffret Henri-Georges Clouzot. Vous savez que Henri-Georges Clouzot, on en parle un petit peu partout. Il y a eu un cycle sur Arte. Il y a eu un cycle à la Cinémathèque. À la Cinémathèque de Toulouse, on a fait une rétrospective. À la Cinémathèque française, il y a une rétrospective. Il y a une expo. Bref. Alors, pourquoi ça vaut le coup de se replonger dans Clouzot? Il y a une bio qui vient de sortir aussi, qui est assez étonnante. Alors là, je vais vous dire qu'il y a je crois que Clouzot n'a pas tant tourné que ça. Je crois qu'il y a une douzaine de films. Mais enfin, en tout cas, il faut voir ça pour L'Assassin habite au 21, Le Corbeau, Le Salaire de la peur, Les Diaboliques, peut-être Manon, moins pour Miquette et sa mère. C'est un cinéaste français très étrange quelque part. C'est vrai qu'il y a un vrai mystère Clouzot. C'est quelqu'un qui sait un petit peu essayer à tous les genres. C'est très difficile à ceinturer, à prendre à bras le corps et à se dire Clouzot est un auteur. Et pourtant, ça n'est un. C'est un des très grands cinéastes à poigne. Il y avait Clouzot tenait ses acteurs et ses techniciens sous son joug. Je crois qu'on peut parler comme ça. Alors moi, il y a une anecdote que j'aime beaucoup et c'est là, je pense, où on comprend Clouzot. C'est peut-être l'un de ses films les moins réussis qui s'appelle Miquette et sa mère, qui est une comédie avec Bourvil, avec André Bourvil. À l'époque où a été tourné le film, en 50, je crois, quelque chose comme ça, Bourvil était plutôt bien nourri. Hein, voilà, il avait un petit peu comme ça de l'embonpoint. Et Clouzot n'était pas satisfait. Alors du tout, il lui disait mais non Bourvil, là ça va pas, là il y a un petit peu trop d'embonpoint. Bourvil lui disait mais non regarde, avec le costume et tout ça passe et tout, il y a pas de souci. Clouzot l'a obligé à porter la corseté. En fait, l'a obligé à porter un corset pendant la totalité du tournage. Alors de temps en temps Bourvil l'enlevait, mais il était terrorisé parce qu'il se disait mais Clouzot va s'en apercevoir et je vais me faire gronder très grave. Voilà, mais ça situe un petit peu Cet homme était un dictateur. Sur les plateaux, oui. Mais par contre, Clouzot, c'est un petit peu la stratégie de la tension sur les plateaux, mais pour arriver à un résultat qui frise quasiment à chaque fois l'excellence. Voilà. Donc, un de ses films les plus célèbres, donc, qui est Le Corbeau, qui est une espèce de chronique noire qui se passe dans un village français. Tout ça est à base donc de lettres anonymes et on y parle beaucoup de délation. Et je rappelle que le film a été réalisé en 1943. Voilà, avec l'aval des autorités françaises et allemandes. Exactement, ce qui fait toujours plaisir, mais c'est vraiment un très grand film. C'est un très grand film. Donc ça pour le petit frère, je sais pas s'il va être d'accord, il aurait peut-être préféré l'intégrale des épisodes de Star Wars, mais bon. Mais voilà, mais justement, ça va le cultiver un peu, il va s'apercevoir que la modernité, en fait, c'est pas dans les petites bestioles qu'on met un petit peu partout, parce que je vous garantis que j'ai vu le dernier Star Wars et c'est une véritable purge.
Absolu. Je suis désolé pour les fans de la saga qui nous écoutent, mais là, le point trop n'en faut. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut savoir s'arrêter, savoir se ranger. C'est la retraite, voilà, tout simplement. Il n'y a absolument aucune honte à se retirer, mais il faut arrêter. Voilà. Obi-Wan à l'EHPAD. Voilà, exactement. Alors, à son oncle et à sa tante, qu'est-ce qu'on peut offrir ? On va offrir, parce qu'on les aime bien finalement, l'oncle et la tante. Ils nous ont appris plein de choses quand on était petits et tout. On va offrir Soudain l'été dernier. Oh oui ! De Joseph L. Mankiewicz. Ça, c'est sorti en Blu-ray chez Carlotta. Alors, ça, c'est un film qui date de 1959. C'était une période où on ne pouvait pas faire des excès dans le cinéma américain, bien sûr, comme vous le savez, mais là par contre moi je trouve que c'est un film complètement excessif. Donc Joseph L. Mankiewicz qui réalise ce film, il adapte une pièce de Tennessee Williams qui est déjà remarquable. Le film, au scénario il y a Gore Vidal et Mankiewicz. Le film est plus une analyse en fait de la pièce de Tennessee Williams, voire une déconstruction, mais enfin rarement dans un film américain on aura réunis, comment dirais-je, dans un faux film psychiatrique, névrose, homosexualité, sexualité réprimée, tout ça dans une famille un petit peu dégénérée pour en arriver à une espèce de pic absolument monumental, donc qui est le cannibalisme, qui va se traduire, et c'est quelque part qui est un symbole du capitalisme, et c'est ce que veut dire le film, et c'est absolument remarquable. Et on le sait tous, depuis que Johnny l'a chanté, on a tous à nous quelque chose de Tennessee. Exactement, tout à fait. Il avait bien raison sur ce coup-là. Je ne sais pas s'il parlait du même Tennessee, mais sans doute pareil. Mais voilà. Et alors, et à Mémé, qu'est-ce qu'on va lui offrir ? Alors à Mémé, c'est simple, on va lui offrir, regardez ça, ce que je vous ai trouvé, Bat Pussy. Alors qu'est-ce que c'est que Bat Pussy ? Alors c'est peut-être le pire film que j'ai jamais vu. C'est pour ça qu'on l'offre à Mémé. Et voilà. Et Dieu sait que vous envoyez des pas bons. Alors là, Bat Pussy me pose véritablement un problème. C'est parce que là, on tient de l'expérience. C'est un film qui est très court, qui fait 55 minutes. C'est américain, date de réalisation inconnue. On pense que c'est 72 au début du cinéma hardcore américain. Un peu psychédélisme. Oui, mais là c'est pas très psychédélique puisqu'il s'agit d'un film hardcore. C'est certainement l'une des premières parodies donc de quelque part de films de super-héros. Voilà, entre guillemets là, c'est plutôt de séries de super-héros puisque les films à cette époque-là de super-héros n'existaient pas trop. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a un couple dans une chambre qui essaye tant bien que mal d'arriver à un acte sexuel. Il parle beaucoup, il consomme très peu. Alors pour un film hardcore, c'est un petit peu bizarre. Et c'est entrecoupé donc d'une jeune fille qui se revêtit de sa tenue donc de Bat Pussy. Et vous allez nous rappeler qu'est-ce que c'est un pussy en anglais ? C'est une chatte. Et ben voilà. Voilà, je l'ai dit à l'antenne, comme ça, c'est fait. Et alors Bat Pussy se déplace sur vous savez ces gros ballons comme ça là. Oui, tout à fait, avec lesquels on fait de la gym ou on se balade sur les plages. Exactement, tout à fait. Alors Bat Pussy se déplace comme ça, et alors tout est filmé en plan large, on voit véritablement jamais Bat Pussy de près. Voilà, c'est complètement étrange, ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin, ça n'a pas de générique, c'est complètement incroyable. Pour moi, ça a ébranlé. Encore une fois, je pensais avoir vu des choses qui avaient ébranlé les piliers de la cinématographie, du savoir-faire cinématographique. Là, ça repousse les limites encore plus loin. Ça, c'est totalement exceptionnel. C'est mon petit coup de cœur. Ouais. Moi, je l'ai déjà vu 3 fois. Je suis complètement fasciné par ce truc. Et puis, une faille temporelle qui s'ouvre. Et là où on pensait avoir quelque chose qui est le hardcore, on l'a pas. Là où on pensait avoir une parodie, on l'a pas. Là où on pensait avoir de l'humour, on l'a pas. Bref, qu'est-ce qu'on a ? Quelque part rien, mais à la fois tout. Voilà. Voilà, comme disait Nietzsche, nous sommes par-delà le bien et le mal. Alors ça, il faut se le procurer aux États-Unis. Il n'y a pas de sous-titres, mais je vous garantis, c'est absolument pas grave. En plus, c'est zoné. Donc, si vous le collez dans votre lecteur que vous avez acheté à la Fnac pour les fêtes, ça passera pas. Voilà. Et comme ça, vous serez ravis. Vous aurez claqué 20 € pour rien. Voilà. C'était les bons conseils de notre professeur Thibault. Professeur Thibault qui vient de réaliser l'exploit de finir quasi
quasiment à l'heure. On va simplement vous donner 2 dates de concert pour ce soir et puis on en restera là. Ce soir, il y a de la soul au taquin à partir de 21h avec les Toulousains de Sugar Bones et puis de la chanson au Théâtre du Grand Rond à 19h. Vous avez juste le temps de vous y précipiter à l'heure de l'apéro au Grand Rond avec les chansons Rentre dedans mais aussi poétiques de Patrice Comon. Voilà, Caramel Mou, c'était la dernière de l'année. On se retrouve début janvier. Nous allons prendre 2 petites semaines de coupure et le professeur Thibault reviendra dans une quinzaine de jours complètement prêt et alerte avec de nouvelles chroniques cinéphiliques. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bonne fête à tous. On se retrouve dans 15 jours. Salut les filles. Caramel. Caramel.